Le monopole, première partie. Contrairement à ce que l'on lit parfois, la théorie néoclassique n'est pas un tout parfaitement cohérent. En dehors de la théorie de l'équilibre général de concurrence parfaite, s'est développée une théorie néoclassique plus appliquée et plus pragmatique en termes d'équilibre partiel, un peu fausse du point de vue de l'équilibre général de concurrence parfaite et qui assouplit certaines hypothèses de la concurrence parfaite, notamment par des auteurs comme Alfred Marshall et Pigou. Les premières réflexions en matière d'entorse au principe de la concurrence parfaite remontent à la fin du XIXe siècle. Durant les années 1920, ceci a donné lieu aux premières formulations de la théorie de la concurrence imparfaite. Sous ce terme, on range une série de modèles avec des configurations variées, oligopole, duopole, monopsone, et diverses procédures de fixation des prix. Vous verrez tout cela en microéconomie. C'est dans ce cadre qu'a émergé la théorie du monopole. Une partie de cette problématique est aujourd'hui en partie recoupée par celle des market failures ou des défaillances de marché dont nous allons reparler dans la suite de ce chapitre. Tout l'enjeu porte sur la nature des rendements. Pour que la théorie néoclassique des prix puisse s'appliquer, il faut que les rendements ne soient pas croissants. Que se passe-t-il si un agent a son coût marginal qui est décroissant? Si dans un secteur, un agent économique a des coûts marginaux non pas croissants mais décroissants, il aura intérêt à faire augmenter son volume de production jusqu'à devenir le seul offreur sur ce marché et obtenir une position de monopole. Donc, il aura intérêt à faire croître la taille de son entreprise jusqu'à ce qu'il arrive à obtenir toutes les parts de marché sur le marché considéré, pour le bien considéré, excusez-moi. En effet, comme ses rendements sont croissants, plus l'entreprise augmente sa taille, plus elle accroît sa production, moins le coût unitaire est élevé, puisque justement ce coût unitaire est décroissant. L'accroissement des ventes permet de répartir les coûts fixes sur des volumes plus importants. Le coût moyen baisse à mesure que la production augmente. Dans ce cas, l'égalisation du prix au coût marginal conduit à une solution instable jusqu'à ce que l'entreprise en question devienne l'offreur unique de ce bien. Les concurrents sont progressivement éliminés. Le monopole dit naturel apparaît lorsque les coûts fixes sont importants, comparé aux coûts variables. C'est le cas dans les industries comportant une infrastructure importante, eau, électricité, chemin de fer, avant que leur capacité de production ne soit saturée, ce qui arrive rarement. Donc on peut dire que ces monopoles sont en surcapacité de production structurelle et même intrinsèque. Or, il se trouve que plus les coûts fixes sont importants, plus cela a pour effet d'avoir un coût marginal décroissant sur une échelle de production donnée. À la limite, si les capacités de production sont suffisantes pour faire face à toute la demande, le coût ne sera jamais croissant, c'est-à-dire que la demande ne sera pas suffisante pour atteindre la zone où le coût marginal remonte. L'équilibre du monopole. Pour maximiser son profit, le monopoleur égalise la recette marginale avec son coût marginal. Et donc, le prix de monopole est alors plus élevé que le prix en concurrence parfaite. Et la quantité produite est plus faible qu'en concurrence parfaite. En d'autres termes, le monopoleur a intérêt à ne pas produire suffisamment afin d'augmenter son profit, et on parle alors de rente de monopole, car il offre sa production donc à un prix supérieur à son coût marginal. Du point de vue des consommateurs, eh bien, ils disposent de moins en moins de biens. On dit qu'ils sont rationnés à des prix plus élevés qu'en situation de concurrence parfaite.
vous voyez ici que la concurrence parfaite fonctionne comme un point de référence idéal auquel, justement, on se réfère et on mesure l'écart, en quelque sorte, par rapport à ce point de référence. Et donc, cet écart, plus il est grand, plus il signifie qu'il y a une perte d'efficacité par rapport à la solution en concurrence parfaite. Voici comment donc résonne la théorie néoclassique. Et pour prévenir ce type de problème, il peut être justifié, pense-t-on à l'époque, de nationaliser le monopole afin qu'il soit contrôlé par la puissance publique, qui peut alors lui imposer une tarification particulière et un certain volume de production minimale.